Bien. Bonjour Irène, est-ce que Irène, tu nous entends? Irène ne nous entend pas, mais elle va être en Skype dans un instant. Irène Frachon, qui a donc été jusqu'au procès Mediator jusqu'hier à 16 heures de la Réunion, sachant qu'elle était dans un procès où depuis le début, on savait qu'il n'irait pas jusqu'au bout. On savait. Pourquoi? Ben, elle va vous l'expliquer de toute façon. Pour des problèmes de procédure entre la chambre de Nanterre et celle de Paris. Ce qui fait qu'évidemment, je venais juste d'annuler son billet d'avion. Elle, toutes ses consultations les a annulées pour défendre corps et âme les victimes de Mediator au tribunal de Nanterre. Elle a donc tout regroupé en catastrophe parce qu'elle pensait qu'elle ne pourrait pas pouvoir venir ici. Le samedi matin, sans secrétaire, une consultation folle. Et donc, elle termine ses consultations. Et elle est aussi malade que moi. Peut-être même l'inverse, et de ne pas pouvoir venir directement. Mais Irène, je te remercie de pouvoir parler avec nous de ce problème du Mediator, du procès, et peut-être y a-t-il dans la salle, en tous les cas j'espère qu'ils écouteront aujourd'hui ou demain, parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui, ça sera très rapidement en différé sur notre site, des victimes de Mediator. J'ai cru comprendre que la Réunion, qui est le département en France avec le plus de patients diabétiques, était par voie de conséquence, la région où il y avait le plus de médiatorisés et donc de victimes de Mediator. Alors, vous savez, quand un procès dure, là, je vous ai dit ce matin, là, ce n'est que remis à l'année prochaine. Faut quand même pas exagérer. La justice est lente, mais bon, les patients sont toujours là tant qu'ils ne sont pas morts. C'est remis, et je pense qu'elle va nous confirmer en mai 2014. C'est que dans un an, pourquoi pas, on peut attendre. Au moins au niveau de la Réunion, j'ai cru comprendre, parce que je ne les connais pas personnellement, que l'association de lutte pour que la vérité éclate concernant Mediator s'essouffle. Qu'elle n'existe peut-être plus. Et voilà, et c'est ce qui peut-être va risquer d'arriver en France. Mais heureusement, Irène, bonjour. Donc, est-ce que tu m'entends? Merci Philippe, bonjour à tous. Si je ne suis pas avec vous vraiment aujourd'hui, c'est la faute de Jacques Servier, une fois de plus. Parce que on espérait avoir un procès qui aille à un terme, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ça échoue, mais je ne crois pas à la théorie du complot, mais il se trouve que ce énième tentative de procès s'est achevé au moment où moi j'aurais dû prendre l'avion et venir vous voir. Voilà. Donc je suis absolument désolée de ne pas être là aujourd'hui et très heureuse quand même de partager un petit moment avec vous. Je voudrais, puisque l'actualité a été assez dense, faire un petit point de ce qui se passe aujourd'hui avec l'affaire du Mediator. En tout cas, les derniers rebondissements. Quelle est la question posée? Nous nous sommes aperçus au fil du temps que Servier laissait commercialiser le Mediator, alors que le Mediator se transforme dans l'organisme en un poison mortel, parfaitement identifié, qui s'appelle la norpinfuramine. Et la connaissance de l'existence de cette norpinfuramine, puis de la dangerosité de cette norpinfuramine, date d'au moins 10 ans et probablement plus. Donc, pour dire les choses encore plus simplement, nous nous sommes aperçus que Servier laissait sciemment commercialiser un produit équivalent à la mort au rat et distribué à plus de 400 000 personnes. Encore pire, lorsqu'il s'agissait de répondre aux questions des médecins prescripteurs de ce médicament qui était présenté comme un inoffensif antidiabétique, eh bien la réponse aux inquiétudes des médecins était sans appel, constamment, et j'en ai un certain nombre de courriers comme ça. Il disait il n'y a aucun problème, et en particulier il n'y a aucun risque de toxicité cardiovasculaire. Je possède moi-même une réponse de Servier, écrite, signée, de 2008, ainsi qu'un médecin généraliste. Je suppose qu'il y a eu d'autres réponses de ce type-là à ceux qui s'interrogeaient. Mais donc, constamment, la réponse a été qu'il n'y avait aucun risque
et aucune allusion n'était faite à l'existence de cette fameuse norfenfluramine, sauf pour expliquer que s'il y avait quelque chose qui s'apparentait à des coupe-fins comme l'isoméride, c'était en quantité strictement négligeable et que ça se retrouvait dans des proportions infimes dans les urines. Voilà en gros le fond du problème. Et malheureusement, les enquêtes, et en particulier une étude très importante de la Caisse nationale d'assurance maladie, a permis de se rendre compte que cette mort au rat, distribuée à plus de 3-5 millions de Français, était responsable d'au moins 1800 morts, comme pour les accidents de la route, de beaucoup plus de blessés, et sans prendre en compte, là il ne s'agit que de la mortalité par atteinte des valves cardiaques, valvulopathie, donc sans prendre en compte d'autres facteurs de mortalité sur une maladie beaucoup plus rare qui s'appelle l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc on est certainement en France seulement au-delà de 2000 morts, donc de personnes empoisonnées. Il se trouve qu'un certain nombre de ces personnes empoisonnées, très sévèrement malades, très lourdement handicapées, dont l'espérance de vie est dramatiquement diminuée, sont encore de ce monde, ou des proches de patients décédés, et que, comprenant qu'ils avaient été sciemment exposés à un produit dangereux, ils ont entrepris depuis maintenant plus de 2 ou 3 ans pour certains, des démarches devant la justice afin d'obtenir reconnaissance de leur préjudice et puis indemnisation. Alors indemnisation, il faut savoir que ça ne veut pas du tout dire une espèce de jackpot punitif à l'américaine où on obtiendrait des millions d'euros parce qu'on a été empoisonné. Les indemnisations, ça veut simplement dire un montant calculé extrêmement, de façon très, je dirais, limitative, des sommes qui sont nécessaires pour subvenir aux besoins qui ont été amputés par l'exposition aux médicaments, c'est-à-dire des aides à domicile, c'est-à-dire quelque chose qui remplace éventuellement les salaires de ceux qui ont dû se mettre en invalidité, etc., etc. C'est-à-dire que ça n'est en aucun cas des indemnisations prévaricatrices. Ça, c'est le droit français et ça se défend. Donc ces personnes-là, qui ont souvent d'ailleurs été les personnes qui nous ont permis de comprendre l'origine de ces valvulopathies, donc qui ont des cas extrêmement typiques que nous avons publiés dans la littérature, ces personnes se battent maintenant contre les laboratoires Servier devant les tribunaux civils depuis plus de 2 ans pour obtenir des expertises qui établissent un lien entre leur maladie et l'exposition à l'isoméride et des indemnisations. Ce que je n'avais pas imaginé, c'est qu'elles allaient devoir endurer un deuxième calvaire. En effet, elles doivent avancer elles-mêmes les frais de ces expertises qui, pour certaines, et pourtant des cas là encore très caractéristiques, dépassent 10 000, 15 000 euros d'avance de frais pour payer des expertises. En face, elles doivent affronter des expertises contradictoires et durant ces expertises contradictoires, elles entendent d'anciens responsables, notamment de la pharmacovigilance de Servier, qui leur expliquent que c'est elles qui ont insisté pour avoir des coupes-fins, qu'elles n'ont qu'à s'en prendre qu'à elles-mêmes ou à leur médecin généraliste, et que de toute façon, les pathologies qu'elles présentent sont liées au fait qu'elles sont grosses, diabétiques, voilà, âgées, etc., etc. Et que tout ce qu'elles disent à l'appui de leur démonstration est faux, manipulé et n'a aucune valeur. Et c'est un petit jeu qui dure depuis maintenant plus de 2 ans. La deuxième chose qu'il va falloir qu'elle prouve, ces victimes, pour obtenir une indemnisation, c'est que le laboratoire a commis une faute, ou au moins que le produit est défectueux, c'est-à-dire qu'il n'était pas
aptes à présenter la sécurité auquel on a le droit de s'attendre quand on consomme un objet de consommation, parce que, et c'est un des problèmes, le médicament est un objet de consommation. Et elles doivent donc apporter la preuve que ce médicament était dangereux et que Servier aurait pu avertir les consommateurs qu'ils sont avant de la possibilité de ce danger. J'ai écrit un livre qui est paru en juin 2010 et qui avait comme objectif d'être notamment dans la poche de leurs avocats. D'abord que ces victimes puissent le lire, comprendre et être dans la poche des avocats, parce que c'est une exposition chronologique de tous les documents qui permettent d'établir de façon absolument formelle et assez simple cette tromperie. En particulier, les documents qui sont dans ce livre sont les suivants. Ce sont d'une part des documents qui viennent de la firme Servier elle-même et qui montrent que le Mediator se transforme dans l'organisme en un métabolite qui s'appelle la norphenfluramine, et qu'il y a un certain nombre de publications scientifiques, donc dans des très grands journaux comme le New England Journal of Medicine par exemple, qui ont démontré que être exposé à la norphenfluramine faisait encourir un danger mortel. Donc tout ceci repose sur des documents complètement publiés, validés, parfaitement clairs. Et d'autre part, dans mon livre, on voit également la démonstration scientifique, là encore par des données publiées, de la relation entre consommation de Mediator et valvulopathie. Et enfin, dans mon livre, figurent également les extraits des réponses que les laboratoires Servier m'ont faites ou ont fait à certains médecins dans les années 2008, dans lesquels ils expliquent qu'il n'y a strictement aucun danger, et en particulier en niant l'existence de ce fameux dérivé toxique. Donc je pensais bêtement, naïvement, que tous ces éléments-là, mis bout à bout, qui reposent sur des documents factuels que l'on peut produire, faciliteraient grandement la démarche de ces victimes, d'une part devant les tribunaux civils, c'est-à-dire là où on peut espérer obtenir indemnisation, et puis que cela faciliterait aussi l'ouverture de démarches au pénal pour qualifier ce qui m'apparaît de manière évidente de flagrant délit comme étant une tromperie sur l'objet de consommation, tromperie d'information, en particulier vis-à-vis du consommateur, et aggravée parce que cela met en danger la vie des personnes. Pour simplifier, c'est extrêmement proche, quand on s'intéresse aux documents, c'est extrêmement proche de la tromperie des prothèses PIP. Vous avez entendu parler des prothèses PIP dans lesquelles il y avait des fûts qui contenaient donc un gel censé remplir ces prothèses et qui était un gel non homologué. Et toute la petite combine consistait à, lorsqu'il y avait des inspections, étiqueter, cacher ce fût et mettre à la place des fûts de gel a priori certifiés et propres. La tromperie des laboratoires Servier vis-à-vis du Mediator est exactement la même, c'est-à-dire que le Mediator, très proche d'un coupe-faim qui s'appelait l'isoméride, a été, si je puis dire, rhabillé en antidiabétique, mais surtout, toute proximité avec les coupes-faim, pourtant évidente sur le plan pharmacologique, a été dissimulée, et toute possibilité de dangerosité liée à l'existence de ce métabolite a été noir sur blanc, occultée à tous ceux qui souhaitaient s'informer. Donc vraiment, on est dans des mécanismes extraordinairement proches. Tout ceci se passait en juin 2010. Et bien aujourd'hui, ces victimes n'ont rien obtenu encore, aucune indemnisation. Pire, certaines sont décédées déjà avant la fin de ces processus. D'autres sont ruinées. Certaines sont même accusées d'avoir
produit des documents falsifiés. Il y a des pressions très importantes qui s'exercent sur certains experts qui ont donné des avis favorables. La faute des laboratoires Servier, qui serait la condition nécessaire à indemnisation, n'est pas reconnue actuellement, et en particulier parce que les juges au civil ont, pour certains, acquiescé à la demande des laboratoires Servier qui disait tant que ce n'est pas jugé au pénal, vous ne pouvez pas juger au civil. Donc il faut qu'il y ait un jugement au pénal. Pour toutes ces raisons, un certain nombre d'avocats qui défendent les victimes ont pensé qu'il était très important que la faute, la dissimulation, c'est-à-dire la tromperie, soit rapidement jugée au pénal pour que cela puisse effectivement, je dirais, permettre des mesures conservatoires et débloquer, accélérer les processus d'indemnisation. Ça ne résoudra pas, bien évidemment, toutes les questions qu'on se pose avec l'affaire du Mediator, et on va y revenir, qui sont pourquoi l'Agence du médicament a fermé les yeux face à une dangerosité qui paraît évidente, mais je dirais, pour reprendre les mots d'Aquilino Morel, qui est l'inspecteur des affaires sociales, qui a rendu un rapport très important, en disant « Mon fils de 12 ans a compris après que j'en ai parlé pendant 5 minutes à peu près ». Donc pourquoi les autorités de santé n'ont rien vu? Pourquoi ce produit absolument des dires de la Haute Autorité de Santé totalement sans intérêt sur le plan de la santé publique a été remboursé à 65% jusqu'à son retrait en 2009? Pourquoi apprend-on qu'un certain nombre de médecins haut placés, gloire de la médecine française, certains politiques élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat interviennent en douce pour tenter d'influencer les dires et les conclusions des différentes missions qui se sont déroulées pour essayer d'éclairer ce drame. Donc il y a énormément de questions bien évidemment fondamentales qui se posent et qui nécessitent des investigations, des perquisitions, des mises sur écoute et voilà, ce qu'on appelle une instruction qui est actuellement en cours à Paris, qui dure, qui est ouverte depuis maintenant 2 ans et demi et qui à ce jour n'a pas abouti. La procédure qui s'est malheureusement terminée par un fiasco à Nanterre hier était ce qu'on appelle une citation directe, c'est-à-dire que les avocats des victimes qui attendent l'indemnisation et donc doivent, pour lesquels une faute doit être reconnue, se sont vus opposer une fin de non-recevoir par la juge Prévost-Després qui a estimé qu'il fallait qu'elle dispose de l'ensemble des investigations menées à l'instruction à Paris pour donner un jugement parfaitement équilibré, tenant compte de tous les éléments à charge et à décharge. Et en ce sens, elle n'a pas suivi l'avis du procureur de Nanterre qui, lui, estimait qu'on pouvait juger de façon rapide et sans tenir compte de tous ces éléments le seul aspect de ce qu'on appelle la tromperie aggravée entre le fabricant et le consommateur de son produit, qui est une atteinte au code de la consommation. Et parce que l'enquête des parties civiles est déjà extrêmement approfondie et s'appuie notamment sur le rapport des inspections des affaires sociales et puis pouvait se nourrir des débats ou d'éventuels éléments contradictoires apportés par les laboratoires Servier. Moi, j'ai assisté pendant 2 semaines à ces débats auxquels j'ai témoigné et j'étais extrêmement frappée de voir qu'il n'y avait, en gros, la juge a fixé le plafond pendant le déroulement de ces procédures en estimant qu'elle n'était pas valable, bien que la Cour de cassation, interrogée à plusieurs reprises sur cette question-là, ait répondu qu'il était parfaitement possible de juger dès à présent de ces éléments. Alors le résultat, c'est bien évidemment la juge qui décide, c'est que cette procédure est enterrée
et que, au moins pendant 1 an, et probablement plus, ce qui veut dire aujourd'hui que nous allons continuer à nous battre, ce que j'appelle dans un véritable corps à corps, entre les experts, les sbires, les avocats de Servier, d'une part, et les malheureuses victimes du Mediator, de l'autre, du moins pour celles qui survivent aujourd'hui. Voilà un petit peu la situation. Malheureusement, c'est aussi ce qui m'a bloqué à Paris, puisqu'il était essentiel d'assister à tous ces débats pour entendre un petit peu les versions des uns et des autres. Alors, tout n'est pas désastreux dans cet épisode judiciaire là, qui se termine donc avec un dossier qui se referme provisoirement, mais enfin qui se referme, parce qu'au fil des débats, nous avons compris un certain nombre de choses et qui sont très éclairantes. D'une part, la position des autorités de santé reste à mes yeux assez énigmatique, avec une sorte de prudence dans les appréciations qui posent toujours problème et qui posent problème, je pense, de la mission réelle que l'on doit assigner aux experts des agences du médicament. Et puis nous avons appris de la bouche d'une cardiologue qui s'appelle le professeur Geneviève de Rumeau, qui vient juste de quitter ses fonctions de présidente de la Société française de cardiologie. Elle a reconnu qu'elle avait été elle-même trompée par les laboratoires Servier et qu'elle avait mené un essai clinique prospectif, randomisé, entre 2006 et 2009, testant le Mediator sans qu'elle ait jamais été avertie ni de la dangerosité de ce produit, ni des doutes qu'il y avait, encore moins de sa proximité avec l'isoméride, et que, a posteriori, ayant eu connaissance de ces documents, elle estime que, d'une part, ce produit aurait dû être retiré avec les autres coupes-fins dès 1997, et d'autre part, que l'essai qu'elle a mené n'aurait jamais dû avoir lieu. Donc, ça, c'est des choses que nous n'avions encore jamais entendues, et on pourra un petit peu revenir dessus parce que ça traduit, je pense, un des aspects qui me surprend et qui me choque le plus dans l'affaire du Mediator, qui est d'une certaine façon l'aveuglement persistant d'un grand nombre de médecins et de professeurs, leaders d'opinion, vis-à-vis de la réalité des méthodes délinquantes appliquées à très large échelle par les laboratoires Servier. Et je me demande si cette difficulté, ce défaut de clairvoyance n'est pas en particulier lié aux liens de collaboration, d'amitié et de financement massif qui existent depuis des dizaines d'années, notamment entre le milieu de la cardiologie française et ces laboratoires Servier. C'est presque, il est extraordinairement difficile d'essayer de trouver, de distinguer une frontière entre les intérêts de ce laboratoire et les intérêts d'une société savante aussi puissante que la Société française de cardiologie. Alors, je ne vise pas seulement la Société française de cardiologie, c'est particulièrement choquant puisque les victimes du Mediator sont morts d'insuffisance cardiaque. Et en exemple, en janvier dernier, la Société française de cardiologie accueillait sur ses stands à Paris, dans son grand congrès européen de cardiologie, un symposium des laboratoires Servier consacré à des réflexions sur l'insuffisance cardiaque, notamment pour promouvoir un médicament qui s'appelle le Procoralan et qui est promu par les laboratoires Servier. Alors, ça concerne aussi la Société savante de pharmacologie et de thérapeutique qui garde et qui a réélu au sein de son conseil d'administration des cadres de Servier, et ça concerne malheureusement, je le crains encore, bien d'autres institutions qui rassemblent la crème de la médecine française. Donc tout ceci est effectivement choquant. Aujourd'hui,
je vous ai dit, nous allons continuer d'une part à défendre pied à pied chacune des victimes du Mediator au sein donc de ces expertises au civil, et puis continuer à collaborer avec les juges d'instruction et toute l'équipe du pôle de Paris pour aboutir, on espère, le plus vite possible à la tenue d'un grand procès, entre guillemets, du Mediator, en espérant qu'il n'y aura pas un délai de 10 ans, 15 ans, comme ça a été le cas pour le drame des hormones de croissance, le drame du sang contaminé, etc. Voilà donc le bilan de la journée d'hier. Je vais vous raconter 3 petites anecdotes, et puis peut-être qu'il y aura après une discussion avec la salle, et vous me direz ce qui vous intéresse. La première, c'est que peut-être certains ont eu vent d'une remarque du vieux Jacques Servier, qui a 91 ans, qui a été pris un petit peu sur le vif, à l'impromptu, par une caméra de télévision, et qui a déclaré à propos du procès de Nanterre, le procès, on s'en fout. Et finalement, je me dis aujourd'hui qu'il a raison, puisque ce procès, aussitôt ouvert, a avorté. Donc il avait raison de s'en foutre. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je viens de voir passer des éléments d'un procès qui se déroule au Canada pour des victimes de l'isoméride, c'est-à-dire le coupe-fin des laboratoires Servier interdit en 97, qui donne des maladies très graves, cardiaques et pulmonaires. Il y a une action collective qui est toujours en cours au Canada, et j'ai vu la réponse des laboratoires Servier qui date de janvier 2013, donc c'est pas vieux, et qui déclare que ces produits, isoméride, Redox aux États-Unis, Pondéral, ne sont pas des coupes-fins, ce sont des médicaments. Il ne faut quand même pas mélanger les torchons et les serviettes. Et qu'à ce jour, dans le monde entier, jamais aucun lien n'a été démontré entre la consommation de ces médicaments et la survenue de complications graves, cardiaques ou pulmonaires. Et puis, la troisième chose, c'est que récemment, à La Réunion, s'est tenue une réunion bibliographique dans un grand centre universitaire qui associait, je crois, particulièrement des cardiologues et des pneumologues, et qui était intégralement financée, petit four inclus, par les laboratoires Servier. Voilà, quelques remarques qui vont peut-être dans le sens du titre donné à vos journées qui prône l'indépendance médicale. Mais je vais peut-être, Philippe, vous laisser un petit peu la parole et voir comment vous souhaitez réagir et ce que vous souhaitez entendre. Merci beaucoup Irène pour ces longues explications. Alors, le bruit que tu entends, en fait, c'est un de nos 5 sages. Je te présente quand même qu'est-ce qui se passe actuellement. Tu as 5 sages. Madame Aude Emmanuel Waro, qui est philosophe, Madame la vice-procureure adjointe, non, que vice ou adjointe, enfin, procureur adjoint de la République, Daniel Brault, Monsieur Jean Paramé, Jacques, qui est président de l'association d'un réseau Dreyuker pour les malades cardiovasculaires à haut risque, très important à La Réunion, hypertension et diabète. Monsieur Jean-Louis Gironès, qui est secrétaire général de Espace Éthique, et Monsieur Jean-Pierre Lajoie, qui représente UFC-Que Choisir. Et ce petit bruit, c'est simplement parce que ce que tu as dit a dû les choquer, ou en tout cas demander un complément d'information. Qui est responsable de ce petit bruit? C'est Madame la procureure. Oui, Madame. Bonjour. Je rends hommage à votre combat. En ce qui concerne le procès de Nanterre, quand le procès a été ouvert, malgré les premières objections qui avaient été ouvertes, j'avais dit moi-même que je serais étonnée qu'ils parviennent à ses fins, dans la mesure où, évidemment, il y a toujours des complications quand il y a des procès qui sont ouverts sur plusieurs champs, dès qu'une décision est prise, elle a l'autorité de la chose jugée, ce qui fait que l'instruction qui est en cours actuellement dépendrait totalement de la décision qui est prise à Nanterre. Donc si la décision qui est prise à Nanterre
faute d'éléments, était favorable au laboratoire Servier, elle s'imposerait au juge d'instruction qui mène son enquête, une enquête beaucoup plus large. Mais ce que vous dites amène à se poser des questions sur le fonctionnement du système judiciaire, qui est très pauvre. Et je profite de la présence d'un de nos députés pour dire que c'est vrai que c'est choquant que la victime, dans un procès, doive faire l'avance des frais d'expert. Pardon. Que la victime doit faire l'avance des frais d'expert, parce que quand on se trouve, alors évidemment pas s'il s'agit d'une victime qui n'a aucun moyen et qui peut bénéficier de l'aide judiciaire, mais quand il s'agit de sommes aussi colossales que cela, eh bien ça pose la question de l'indépendance et de la possibilité d'obtenir justice. Et c'est vrai qu'il faudrait que des choses soient faites en ce sens. Alors c'est vrai que ça m'appelle d'autres réflexions, et j'ai laissé aussi la parole aux autres. Oui, merci. Moi, je pense en premier à la détresse des patients, dont certains sont déjà morts et qui aujourd'hui vont attendre encore une décision qui sera peut-être longue à venir. Et ça me bouleverse beaucoup parce que vous-même, vous avez beaucoup mis de votre personne dans cette démarche. Et je pense que cette décision vous choque ou vous fait penser à beaucoup de choses dont je sentis un peu les remarques à travers ce que vous disiez. Et moi, je m'étonne aussi. Enfin, j'avais une question moi, qui concernait en fait plus le soin, parce que je comprends qu'aujourd'hui, les patients sont soignés avec des molécules qui viennent toujours du laboratoire Servier. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ça? Ça veut dire que ce serait doublement gagnant de la chose. C'est tout à fait vrai. Servier a un certain nombre de molécules qui sont commercialisées pour l'insuffisance cardiaque. Un grand nombre de victimes du Mediator ont des insuffisances cardiaques et un grand nombre sont soignés aujourd'hui avec des molécules du laboratoire Servier. Donc il est gagnant sur tous les terrains. Ah, la boucle est bouclée. C'est assez remarquable. Ça laisse sans voix, mais c'est vrai. Merci Irène. Tu nous as bien dit qu'il y avait un congrès, on a mal entendu ici, qui s'est déroulé à la Réunion de cardiologues, c'est ça? Sous l'office de... C'est pas du tout un congrès, c'est une réunion, comme il y en a beaucoup, et d'ailleurs qui sont des réunions importantes, de bibliographie qui a rassemblé plusieurs services. Donc voilà, des réunions de bibliographie, c'est même quelque chose qui est à encourager. Ce qui m'a effectivement troublée, parce que c'est une réunion de biblio qui concerne de la pneumo et de la cardio, et ce qui m'a troublée, c'est de savoir que le sponsor de cette réunion était le laboratoire Servier. Ça tombe bien, il y a un monsieur dans la salle qui était à cette réunion, donc à qui on va donner la parole. Merci de vous présenter. Et puis Bonjour, je m'appelle Jacques Lacronique, je suis pneumologue et je suis actuellement à La Réunion comme praticien hospitalier contractuel. Et j'effectue un métier de praticien hospitalier. Et j'ai assisté hier à la réunion de bibliographie qui s'est tenue à l'hôtel Belle-Pierre. Bon, je me suis trouvé complètement piégé parce qu'en fait, ça faisait 2 mois que cette réunion de bibliographie entre pneumologues et cardiologues était prévue. On m'avait moi-même demandé de faire un exposé que j'ai fait. Mais bon, et tout ça pour dire que quand on assiste à une réunion scientifique, on n'est pas du tout au courant, la plupart du temps en tout cas, enfin assez souvent, on n'est pas du tout au courant de ce qui se passe en dessous, au niveau financement, etc. Et finalement, moi j'ai failli, j'ai dit à l'organisateur de la séance, moi j'ai pas tellement envie de parler parce que c'est Servier qui organise, mais bon j'étais là, j'ai pas été non plus odieux dans mon comportement, mais je me suis vraiment senti complètement piégé. Et ça pose le problème de l'indépendance totale de toutes ces réunions et de l'absence de financement public de toutes ces réunions, que ce soit les congrès officiels ou des réunions simples. Il y a toujours quelqu'un pour venir derrière financer, mais il n'y a jamais le public. Et au cours de mes 40 ans de carrière de médecin pneumologue, j'ai été pratiquement tous les ans aux États-Unis pour suivre le congrès de l'American Thoracic Society. Et en aucun cas, je n'ai été financé par de l'argent public. À chaque fois, j'étais financé par des laboratoires pharmaceutiques.
Voilà, c'est tout. Et si j'ai passé 2 ans aux États-Unis comme chercheur. J'ai établi là-bas des relations que je suis constamment. Et je pense que ma présence dans ce genre de congrès est tout à fait souhaitable pour moi et pour l'ensemble de la communauté. Et le fait qu'on ne soit pas financé par de l'argent public est absolument désastreux. Voilà, donc, et en tout cas, je voulais dire à Irène que j'apprécie énormément son combat et que je l'admire beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, docteur Lacronique. Nous ne nous connaissons pas, mais évidemment, ça tombe particulièrement bien que vous ayez été à cette réunion. Merci de votre courage, parce que ce n'est pas forcément facile de le dire. Participants, effectivement, pour nous en parler. Je crois que ça souligne, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jacques, le fait que le monde médical, la formation des médecins et leur participation à différents congrès et jusque dans les centres universitaires est intégralement structurée et portée par les financements de l'industrie pharmaceutique. Alors, je pense qu'on a pris aussi de mauvaises habitudes parce qu'une réunion de bibliographie, je ne vois pas pourquoi elle doit se dérouler dans un restaurant. Je crois que nous les médecins, on ne se rend pas forcément compte que ça peut choquer nombre de chercheurs, beaucoup moins connus, beaucoup plus dans de grands nombres de domaines de recherche, n'ont pas ces mauvaises habitudes et produisent quand même une recherche intéressante et bien que financée par le public avec de pauvres moyens. On sait très bien que les chercheurs biologistes non médecins se retrouvent plus volontiers autour de misérables machines à café. Et je pense que nous avons pris de très très mauvaises habitudes qui coûtent très cher et qui sont bien évidemment très encouragées par l'industrie pharmaceutique. Après, le problème des financements publics de la formation médicale est un problème à ce jour non résolu et je n'ai pas de solution clé en main et je pense que c'est tout l'intérêt d'y réfléchir à l'occasion de ce type de journée. Je voudrais quand même juste souligner une petite chose pour Jacques et à ceux qui sont là. Je voudrais que, au-delà de la question de l'indépendance des médecins par rapport à l'industrie pharmaceutique, je voudrais rappeler que pour ceux qui se sont un petit peu intéressés à cette affaire du Mediator, il ne s'agit plus là d'influence, de pratiques de lobbying un peu irritantes, un peu piégeantes même, etc., enfin, dont on peut débattre très longtemps. Pour ceux qui ont un peu suivi l'actualité, les méthodes et la manière de procéder des laboratoires Servier relèvent du grand banditisme. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une question d'indépendance complexe, intriquée, etc. Et je crois qu'aujourd'hui, accepter encore, et même le fait de le découvrir au dernier moment, effectivement, je vois bien dans quel dilemme s'est trouvé Jacques Lacronique. Je lui enverrai volontiers mon livre ainsi que quelques éléments pour... ces laboratoires sont responsables de la mort de milliers de personnes pour avoir dissimulé l'existence d'un poison mortel parfaitement identifié. On est avec des méthodes d'intimidation sur un certain nombre d'acteurs tout au long de cette histoire et qui durent depuis 20 ans ou 30 ans. On est dans cette affaire-là complètement hors des clous habituels. Je le répète, on est dans du grand banditisme, mais qui a la caractéristique d'être ce qu'on appelle de la criminalité à col blanc. Et je n'arrive pas, à ce jour encore, à comprendre comment on peut accepter, mais même une seconde, de côtoyer les représentants de ce laboratoire comme s'il s'agissait de laboratoires comme d'autres. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est... Là, je vous ai parlé de ces quelques anecdotes qui est perpétuelle, continue, et c'est même pire que ça. Ceux qui refusent de participer, de collaborer, d'accepter des invitations, etc., de ce laboratoire, sont actuellement l'objet de pression de la part du reste de la communauté médicale. C'est pour moi
la plus grande incompréhension et le plus grand scandale au sein de cette histoire. Pour moi, le plus grand scandale n'est peut-être pas le fait qu'il y ait des gangsters, parce que ça, on le sait, hélas, depuis longtemps, et le domaine de la santé n'est absolument pas un sanctuaire. Pour moi, c'est le sorte de renoncement d'une partie de la communauté médicale, alors que la vocation du médecin est de protéger la vie et la santé. Et puis il y a aussi, il y a quelque chose qui m'échappe totalement, honnêtement, totalement. Mais je comprends bien, non, je comprends pas, je sais pas quoi dire en fait. On est dans une affaire dont la gravité est exceptionnelle et il ne s'agit pas seulement de petits dévoiements, de petits lobbying désagréables, voire de présentations biaisées, fallacieuses, appuyées par des invitations assez luxueuses, etc. Enfin, tout le petit bins qu'on connaît de l'influence des laboratoires. On est face à une affaire de grande criminalité à col blanc, mais les morts sont les mêmes, et ils sont d'ailleurs extrêmement nombreux. Et je crois qu'il faut avoir cette vision terriblement crue et criminelle. Moi, je l'ai ressenti de façon très violente, puisque j'ai été amenée à assister à la dissection d'une femme donc, que j'avais connue, de 50 ans, morte, mère de famille, morte de valvulopathie, et c'est en tenant son cœur entre mes mains et en laissant l'anapathe l'ouvrir en deux que j'ai découvert cette valvulopathie. Donc voilà, c'est quelque chose qui, à mes yeux, est pratiquement exclusivement dans le domaine de la criminalité et dans laquelle l'évocation d'un possible arrangement parce qu'on ne peut pas faire autrement, etc., ne peut pas concerner les relations qu'on doit avoir avec un laboratoire comme le laboratoire Servier. Irène, merci beaucoup.